L'art italien durant le deuxième quart du XVIIe siècle regarde l'Antiquité, mais aussi l'art de Raphaël, comme des modèles de perfection et de beauté idéale. Les sujets de peinture d'histoire, tels que les sujets religieux, allégoriques et historiques, demeurent privilégiés, surtout quand il faut célébrer la grandeur d'un prince ou d'un ordre religieux. Les thèmes littéraires et poétiques sont également appréciés, en particulier empruntés au registre des épopées modernes, comme le Tasse ou l'Arioste. Du point de vue de la manière, les artistes de cette période sont très marqués par l'exemple de leurs prédécesseurs abordés dans le chapitre précédent de ce cours. Le Caravage, ses contrastes de lumière et son naturalisme, mais aussi par Annibal Carrach, ses représentations idéalisées, l'équilibre et l'harmonie dans ses compositions. Ce dernier fonde dès 1582 une académie de peinture à Bologne et forme ainsi de nombreux artistes de la péninsule. Se développe dans son sillage une manière aux contours nets, à la touche léchée, ainsi qu'une construction rigoureuse de la profondeur par plan, conférant une grande lisibilité au tableau. Nous verrons dans cet épisode que plusieurs peintres et sculpteurs italiens partagent alors aussi un goût pour l'expression des passions exacerbées, tout comme le dynamisme des compositions. Artemisia Gentileschi est l'une des rares femmes peintres du XVIIe siècle. Elle est formée dans l'atelier romain de son père, Orazio, dans le goût de la peinture caravagesque. Si les corps nus d'Orazio sont encore idéalisés, comme ici cette Danaé, sa fille représente le même thème avec un plus grand souci de vérité dans le traitement du corps. En cela, la peintre est peut-être encore plus proche des options esthétiques du Caravage. On retrouve ce traitement du corps nu dès sa première œuvre, réalisée alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans. Le tableau représente Suzanne et les vieillards, sujet traité ensuite à plusieurs reprises par l'artiste tout au long de sa carrière. En 1622, elle peint cette version, en 1649 celle-là, et en 1652 celle-ci. On voit dans cette dernière version, réalisée après un séjour de l'artiste à Naples, qu'Artemisia a complètement intégré le clair-obscur au contraste marqué du Caravage. Mais revenons à la première version du tableau. L'épisode est raconté dans le livre de Daniel, au chapitre 13, un texte apocryphe. Alors qu'elle prenait son bain dans un jardin, Suzanne est surprise par deux vieillards lubriques. Épouse vertueuse, la jeune femme repousse leurs avances, même sous la menace de ces derniers. Par vengeance, les deux hommes mettent à exécution leur plan et l'accusent d'adultère. Lors du procès, le prophète Daniel prend la défense de Suzanne et réussit à l'innocenter. La composition peut être rapprochée de celle de plusieurs œuvres du cercle des Carrach que notre artiste connaissait. En premier lieu, de celle attribuée à Annibal Carrach, dont certains éléments se trouvent déjà dans une gravure d'Annibal datée de 1590. Comme dans la gravure, la Suzanne d'Artemisia a un pied dans l'eau et le tableau est divisé en deux parties distinctes par la balustrade. Artemisia reprend aussi le geste de l'index posé sur la bouche d'un des vieillards dans le tableau. Il donne l'ordre à la jeune femme de se taire. La composition d'Artemisia rappelle d'ailleurs un tableau du Dominicain, conçu à la Casa da Gucci entre 1604 et 1607. Comme le Dominicain, et Annibal Carrach avant lui, la jeune femme est figurée au bord d'un bassin circulaire. Par ailleurs, Artemisia, comme le Dominicain, différencie les physionomies des vieillards. L'un est plus âgé, l'autre plus jeune. Le tableau d'Artemisia qui nous préoccupe reprend ainsi les caractéristiques de la représentation romaine du thème. Néanmoins, l'artiste, au contraire de ses prédécesseurs, opte pour un format vertical. La moitié inférieure de la composition est consacrée à la jeune femme,
à la fontaine et à son bassin pour le bain, tandis que la partie supérieure est l'espace des vieillards. L'espace de Suzanne est hermétiquement clos et caractérisé par une unité de la palette chromatique, autour de tons blancs et gris de la pierre. Les deux espaces sont clairement séparés par un muret dont la signification symbolique est assez évidente. L'espace au premier plan symbolise l'espace privé de la jeune femme. D'ailleurs, dans le tableau attribué à Annibal Carrach, un des hommes est en train d'enjamber la balustrade et donc, symboliquement, de violer l'intimité de Suzanne. Dans la version du dominicain, le vieillard ouvre la porte. La figure de Suzanne est l'élément central. Elle rejette la tête en arrière dans une attitude d'effroi. Ses cheveux sont en partie tressés, en partie défaits. La posture en contrapposto et le geste de la jeune femme seraient tirés de la scène d'Adam et Ève chassés du paradis de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, connue probablement de l'artiste par la gravure. En opposition, les vieillards occupent le tiers supérieur caractérisé par une vive polychromie de l'espace. Enlacés l'un dans l'autre, les deux personnages forment visuellement une unité. Le plus jeune murmure quelque chose à l'oreille de son comparse. La force expressive et dramatique de la toile réside dans une économie de moyens formels. Contrairement aux versions précédentes, la scène n'est pas peinte sur un fond de décor naturel évoquant le jardin de Joachim, le mari de Suzanne, et aucun détail narratif, comme des ustensiles de bain, n'est présent. La détresse de la jeune femme chaste est soulignée par son expression, les muscles du visage crispés et sa tête violemment rejetée vers l'arrière. La torsion de son corps trahit également la vive émotion. Le cadrage de la scène serrée n'est pas sans rappeler les toiles du Caravage. Par ailleurs, comme le maître napolitain, Artemisia montre le corps nu féminin dans toute sa vérité naturaliste, y compris ses défauts, tous les plis, les rougeurs et imperfections de la peau de la jeune femme. Sa rondeur voluptueuse confère une dimension érotique à la scène. L'épisode traité sur la toile est parfois rapproché de la propre vie de l'artiste. En effet, l'artiste, un an après la réalisation de cette œuvre, est violé par le peintre collaborateur de son mari, Agostino Tassi, son précepteur privé. Guido Reni est né à Bologne. Il devient l'un des nombreux élèves d'Annibal Carrach dont il finit par s'écarter. Durant un séjour à Rome, il s'intéresse particulièrement aux antiquités ainsi qu'aux œuvres de Raphaël. Nous allons voir dans le tableau présenté maintenant que, comme dans la toile précédente, l'enjeu est, une nouvelle fois, de faire coïncider une beauté idéale et une beauté expressive. Ce tableau lui est commandé par la famille Béraud pour l'église Saint-Dominique de Bologne pour servir de tableau d'autel. Le sujet choisi est tiré de l'évangile de Matthieu. Il s'agit du massacre des innocents qui suit un présage de mage de la naissance du roi des Juifs. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il y envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Grâce à une construction complexe et savante, le tableau est d'une grande lisibilité, tout en suggérant l'idée du chaos et du mouvement. Le tableau est composé de manière verticale, l'action étant concentrée dans les 2 tiers inférieurs. Une symétrie rigoureuse s'organise autour de l'axe vertical au centre du tableau, souligné par la présence du poignard brandi par un envoyé d'Hérode. De chaque côté, un jeu d'opposition entre les personnages assure l'équilibre de la composition. Tout d'abord, les femmes effrayées sont opposées aux hommes agressifs et cruels. 2 femmes, aux extrémités droite et gauche du tableau, s'enfuient symétriquement avec leurs enfants dans les bras. Certains personnages ont au contraire des poses similaires, comme cette femme accroupie, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel, répondant à une autre femme accroupie, tenant son enfant sur l'épaule. Le même jeu d'écho formel se trouve
mais sur un axe horizontal, dans la répétition du bras tendu de la femme repoussant le meurtrier et le geste violent du soldat attrapant une autre femme par les cheveux. Toujours horizontalement, les deux cadavres d'enfants dans le registre inférieur sont les pendants des deux anges installés sur des nuages distribuant des palmes de martyrs. Il s'agit ici pour l'artiste de glorifier les corps des enfants massacrés, élevés au rang de martyrs. Guido Reni se confronte ici à un modèle de Raphaël connu par la gravure de Marcantonio. On retrouve par exemple le motif du soldat attrapant les cheveux d'une femme d'une main et brandissant son épée de l'autre. Il cherche néanmoins à donner à la scène plus de mouvement. La scène est en effet empreinte de dynamisme, notamment grâce à la structure et l'agencement des personnages, combinant des forces centrifuges, les femmes en fuite, et centripètes, les attaques des soldats, s'équilibrant. Le sujet traité par le peintre justifie parfaitement cette extrême violence et donc le traitement dynamique de l'œuvre. La composition est resserrée, la scène de violence étant concentrée dans les deux tiers inférieurs du tableau. Différentes actions et personnages sont ainsi superposés dans un même espace. 6 femmes et 2 hommes imbriqués les uns dans les autres. Le cadre coupe ainsi les personnages en fuite, créant un hors-champ qui ajoute à la tension et l'intensité dramatique de la scène. Cette condensation de l'action donne l'impression de désordre et d'un sentiment de panique. L'agitation est sensible également dans le jeu de lignes courbes, ascendantes, des bras et des corps, des cadavres d'enfants, mais aussi dans les plis des habits des personnages. L'horreur du massacre est suggérée par les expressions pathétiques des corps, aussi bien que des visages, et la présence des armes, plutôt que par la présence du sang, on n'aperçoit que quelques traces au premier plan. Seules les étoffes rouges semblent suggérer l'hémoglobine. Les expressions des émotions, à leur paroxysme, entendent représenter le moment crucial de la scène dans sa plus forte intensité. L'action semble figée dans une forte intensité dramatique. En cela, ce tableau peut être rapproché du Martyre de saint Matthieu, peint par le Caravage pour la chapelle Contarelli, œuvre que Guido Reni connaissait vraisemblablement. Comme Caravage, Guido Reni concentre l'action et recourt à des expressions exacerbées. La tête horrifiée de la mère sur la droite, tournée vers le centre de la composition, la bouche grande ouverte, fait penser au jeune enfant de chœur peint par Caravage. On retrouve d'ailleurs aussi dans cette composition l'ange tendant une palme de martyr. Le traitement des cadavres d'enfants n'est d'ailleurs pas sans évoquer non plus le Caravage. Toujours comme le maître napolitain enfin, Guido Reni recourt à des ombres marquées et une lumière artificielle puissante venant de la droite du tableau qui éclaire les personnages sans que l'on puisse parler néanmoins d'un fort effet de clair-obscur. Ce jeu d'ombre et de lumière amplifie le caractère dramatique et donne un effet de théâtralisation pathétique. Néanmoins, l'idéalisation et la recherche d'harmonie de la composition s'opposent au naturalisme du Caravage. Le contraste des couleurs, et notamment l'association des 3 couleurs primaires dans le vêtement de la femme assise au premier plan, ajoute à la lisibilité de la scène, mais aussi, dans une certaine mesure, au mouvement du regard sur la toile. Dans une organisation savante de la couleur, Guido superpose des couleurs vives et chaudes, les femmes au premier plan, à des couleurs plus froides, le manteau bleu de la femme en fuite, sur la droite par exemple. Un mouvement oscillatoire du regard conduit l'œil du spectateur à droite, puis à gauche, dans un mouvement ascendant sur la toile. Guido Reni n'est pas le seul artiste à chercher alors à conserver dans son art une certaine idée de l'énergie expressive et idéale. Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, est à la fois architecte, sculpteur et peintre. Très jeune, il se voit confier des commandes par des puissantes familles romaines, les Borghese ou les Barberini par exemple. Cette sculpture, par exemple, est une commande du cardinal Scipione Borghese, passée au jeune Bernin, alors âgé d'à peine 23 ans.
La statue est ensuite installée en 1622 dans la villa du cardinal Ludovisi. La statue raconte l'épisode du rapt de Proserpine par le dieu Pluton, raconté dans les Métamorphoses d'Ovide. Là, dans un bocage, jouait Proserpine. Elle allait, dans la joie ingénue de son sexe et de son âge, cueillant la violette ou le lys, en parant son sein, en remplissant des corbeilles, en disputant à ses compagnes à qui rassembleraient les fleurs les plus belles. Pluton l'aperçoit et s'enflamme. La voir, l'aimer et l'enlever n'est pour lui qu'un moment. La jeune déesse, dans son trouble et dans son effroi, appelle en gémissant sa mère, ses compagnes, et sa mère surtout. Sa moisson de lys s'échappe de sa robe déchirée. Le dieu des enfers avait été frappé par une flèche de Cupidon sur l'ordre de Vénus, tombant immédiatement fou amoureux de Proserpine, fille de Cérès, la déesse des moissons. Suite à l'enlèvement, Pluton emmène la jeune femme dans son royaume souterrain. Cérès obtint finalement la permission que sa fille retourne sur la terre pendant 6 mois, alors qu'elle doit rester l'autre moitié de l'année aux enfers, créant ainsi le cycle des saisons. Le Bernin avait soigneusement étudié l'antique, qu'il cherche à dépasser dans le sens d'un plus grand dynamisme. L'artiste semble en quelque sorte chercher à entrer en émulation avec l'antique. Le visage de Proserpine peut par exemple être comparé avec celui d'une sculpture antique comme les Nubides, découverte en 1582 et placée dans les jardins de la Villa Médicis à Rome, tandis que la position de Pluton rappelle celle de l'Hercule et l'Hydre, antique retrouvée en 1620, mais qui est aujourd'hui au musée Capitolin. Le Bernin parvient à mettre en récit dans ce groupe de marbre plusieurs moments de l'histoire. La chasse, la fuite, le triomphe et enfin les larmes de la jeune femme. Au pied du dieu se tient Cerbère, le chien à 3 têtes, visible uniquement d'un seul point de vue. Le spectateur est ainsi invité à tourner autour de l'œuvre. Cette composition en spirale ascendante donne le sentiment de mouvement et monte la violence de la scène. La disposition et la torsion des corps font penser à une œuvre de John Bologna réalisée au siècle précédent, L'Enlèvement des Sabines, que nous avons déjà vu. On y retrouve en effet la même idée de l'énergie expressive et idéale qui existait chez les artistes de la belle manière. Le Bernin ne renonce pas pour autant à un certain naturalisme, notamment dans le traitement des drapés et des chairs. Il traduit par exemple ici, de façon magistrale, l'enfoncement de la main de Pluton dans la chair de Proserpine. Il se rapproche en cela des recherches du Caravage, dont on peut également rapprocher la force des expressions des visages. On lit l'effroi sur le visage de Proserpine et l'ardent désir chez Pluton. Le sculpteur, un peu à la manière de Guido Reni dans le tableau précédemment étudié, fige le moment le plus intense de l'épisode mythologique dans le marbre. On relève ainsi la volonté identique de représenter l'histoire dans son moment le plus fort. Nicolas Poussin, après une première formation à Rouen, puis à Paris, arrive à Rome en 1624. Il se rapproche de l'antiquaire Casiano del Pozzo, ainsi que du cardinal Albrandini, dont il reçoit le soutien. S'il s'intéresse dans un premier temps plutôt aux peintres vénitiens, et séjourne d'ailleurs dans la lagune avant son arrivée à Rome, il se tourne ensuite vers les œuvres d'Annibal Carràche, qu'il apprécie pour leur équilibre et idéalisation. Nous n'avons aucune certitude quant à la commande de ce tableau. Selon certains, le collectionneur Vincenzo Giustiniani en serait à l'origine. La présence du tableau dans la collection Giustiniani est attestée à partir de 1638. Un inventaire indique qu'il était alors accroché dans le palais Giustiniani à Rome, en dessus de porte, placé à 2,30 mètres au-dessus du sol. Poussin s'est vraisemblablement inspiré de l'œuvre de Raphaël, Le Massacre des Innocents, gravé par Marc-Antonio Raimondi, déjà évoqué tout à l'heure. Il en reprend la figure de gauche, une femme portant son enfant sur l'épaule, et la place à droite de son tableau. Poussin connaissait aussi probablement l'œuvre de Guido Reni sur le même sujet que nous avons analysé. L'œuvre étant à ce moment conservée à Bologne, il n'avait peut-être pas eu accès à l'original,
mais probablement à une copie ou encore à la gravure de Giacomo Antonio Stefanoni. Poussin reprend ainsi le motif du bras gauche de la mère qui repousse le soldat. Comme chez Guido Reni, les expressions des visages sont exacerbées. Poussin, comme son prédécesseur, se concentre sur la force expressive des figures, sur l'expression des affetti ou passions de l'âme. L'horreur, la douleur, la tristesse des mères, mais aussi la cruauté des envoyés d'Hérode, sont sensibles à travers les traits des visages déformés, tels des masques de tragédie. Par ailleurs, à nouveau Poussin ne montre pas de sang, mais la draperie rouge y fait référence. Un seul dessin préparatoire du tableau est connu, conservé au musée de Lille. Il témoigne d'un repentir. À l'origine, comme dans le tableau de Guido Reni, le soldat penché vers l'avant tenait une dague pointée sur le bébé, tandis qu'ensuite Poussin l'a remplacée par une épée. L'observation de ce dessin rend également compte d'une volonté de simplification. Dans la version finale de l'œuvre, le peintre a supprimé les cadavres d'enfants sur la droite. Alors que les artistes de cette période privilégient pour ce thème de grandes compositions, avec de nombreux personnages, Poussin réduit considérablement le nombre de figures. Un homme brandit une épée au-dessus d'un bébé hurlant, qu'il maintient au sol grâce à son pied droit. Une femme, agenouillée près de lui, tente de l'empêcher de tuer l'enfant. Enfin, sur la droite, une femme prend la fuite, la tête rejetée en arrière et en se tirant les cheveux, son bébé mort dans les bras. Cette femme aurait pour modèle une des statues du groupe antique des Niobides évoquées tout à l'heure. On sait en effet que Poussin a étudié ce groupe et plus généralement la statue antique grecque et romaine. Enfin, la scène se déroule sur fond d'un décor à l'antique composé de colonnes, d'un temple corinthien et d'un obélisque. L'agencement des personnages de grande dimension, placés comme sur le bord d'une scène et vus da sotto in su, s'explique par la destination de l'œuvre, être accroché en dessus de porte comme nous l'avons déjà dit. La simplification de la scène dénote un souci de laisser la place à l'expressivité des passions, mais aussi de rendre le message clair et accessible tel que l'avait préconisé au siècle précédent le Concile de Trente. Par ailleurs, comme dans la Sainte Famille à l'escalier de 1648, Poussin recourt seulement aux 3 couleurs primaires pour les vêtements des 3 personnages, bleu, rouge et jaune, alors que le reste de la composition est dans les tons gris ou bruns. Ce procédé apporte une harmonie à l'ensemble, mais aussi, encore une fois, une grande lisibilité. Selon Anthony Blunt, la lumière crue ajoute à la violence de la scène et rend compte d'une influence caravagesque. La grande intensité dramatique, la concentration des figures, ainsi que l'essai d'introduction des effets du réel, ne sont d'ailleurs pas non plus sans rappeler le Caravage. Notons que Giustiniani, qui commanda peut-être ce tableau à Poussin, avait d'ailleurs dans sa collection plusieurs œuvres du Caravage. Une autre version du massacre des Innocents se trouve au Petit Palais à Paris, probablement antérieure à celle dont nous venons de parler. Les personnages à droite de la composition ont été repris dans notre tableau, dans le sens inverse. Les œuvres que nous venons d'analyser rendent ainsi compte d'un goût des artistes pour l'expression des passions, la rhétorique des gestes, tout comme le dynamisme des compositions. Les différents artistes étudiés partagent aussi un souci de lisibilité des œuvres. Afin de toucher et d'émouvoir les spectateurs, la peinture ou la sculpture doivent être parlantes. Il s'agit à travers ces procédés d'émouvoir le spectateur. Nous verrons dans l'épisode suivant que ces mêmes artistes, en fonction bien sûr des sujets traités, réalisent parfois des compositions beaucoup plus calmes, suivant un idéal de beauté.